Donc pour terminer, on va parler des méthodes continues en pratique. Le mot pratique, pour moi, signifie au lit du malade et dans la vie de tous les jours. J'ai donc insisté sur les modalités d'utilisation dans nos services, basées sur le peu d'éléments qui existent dans la littérature, et les deux intervenants précédents vous ont montré l'ampleur des questions qui se posaient à nous et le peu de réponses que nous avions. Et puis sur mon sentiment et mon expérience personnelle qui pourra être discutée. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette communication. Donc les méthodes continues, historiquement nous avions les méthodes artério-veineuses, qu'elles soient diffusives pour l'hémodialyse, convectives pour l'hémofiltration ou combinant les deux mécanismes pour l'hémodiafiltration. Au jour d'aujourd'hui, les progrès technologiques font que nous n'utilisons plus que des méthodes véno-veineuses. Je m'attacherai donc à parler de ces différentes méthodes. Avant toute chose, en rappelant les principes de fonctionnement, et même si ceci semble évident pour beaucoup d'entre vous, il me semble que pour savoir comment utiliser les techniques en pratique quotidienne, la meilleure solution est de savoir comment elles fonctionnent pour pouvoir ensuite les adapter aux objectifs thérapeutiques fixés. Donc, l'hémodialyse continue est basée sur un principe diffusif, mais appliqué de manière continue. Les débits utilisés sont bien inférieurs aux débits que l'on peut utiliser à l'aide des méthodes discontinues, puisque les machines les plus modernes permettent d'avoir des débits dialysa qui vont jusqu'à 150 millilitres minute, 10 litres à l'heure, avec des débits 100 qui peuvent aller jusqu'à 450 millilitres minute, mais comme vous le verrez, ces méthodes diffusives continues ne nécessitent pas d'avoir des débits sanguins forcément très élevés. L'échange est bidirectionnel, suivant un gradient osmotique, ceci est bien connu. Les méthodes convectives, l'hémofiltration, fait appel cette fois-ci à un gradient hydrostatique. Les débits 100 utilisés là sont par contre nettement plus élevés et on verra pourquoi. Et les débits de convection sont en général entre 35 et 45 millilitres minute, on en reparlera un peu plus tard. La réinjection nécessaire se fait soit en prédilution, soit en post-dilution après le filtre, soit éventuellement en combinant les deux lorsque les débits de convection sont très élevés. Et puis une méthode hybride, l'hémodiafiltration, qui combine diffusion et convection au sein de la même membrane, avec à la fois donc un échange diffusif et un échange convectif. On comprend bien que sur le plan physique, ces échanges, loin d'être complémentaires, sont sinon antagonistes, en tout cas pas forcément très efficaces. La réinjection, encore une fois, se fait en pré, en post, ou les deux. Alors, diffusion-convection, quelles sont les différences finalement? Eh bien, vous voyez ici, sur cette étude in vitro, les clairances obtenues en fonction du poids moléculaire des molécules qui nous intéressent. Vous voyez ici un rein natif qui a une clairance parfaitement régulière pour l'ensemble des molécules qui sont épurées jusqu'à peu près 10 puissance 4 kilodalton. Vous voyez que les méthodes convectives reproduisent de manière assez fidèle le fonctionnement du rein, avec une épuration tout à fait satisfaisante pour des molécules allant jusqu'à des molécules de poids moyen. Vous voyez que l'hémodialyse, en revanche, entraîne une diminution très rapide de la clairance des molécules dès lors que le poids moléculaire augmente, et que l'hémodiafiltration se trouve un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'elle a éventuellement les qualités de la diffusion, avec une petite augmentation de la clairance pour les molécules de taille moyenne, mais son efficacité est inférieure à ce que la méthode convective peut apporter. Alors ceci est bien montré sur cette diapositive que je trouve assez intéressante pour voir l'effet des méthodes diffusives et convectives en continu. Si vous regardez ici ce qui se passe pour une petite molécule telle que l'urée, lorsque vous augmentez le débit d'ultrafiltration de 1 litre heure à 2 litres heure, eh bien, vous avez une clairance qui augmente d'à peu près un facteur 2. Donc, effectivement, vous avez une relation linéaire entre la dose convective et la clairance obtenue. De la même façon, quand vous n'utilisez que de la diffusion, pas de convection, que vous passez de 500 millilitres heure à 1500, vous multipliez par 3
le volume de liquide utilisé et vous multipliez par 3 la clairance des molécules de petite taille. Donc là aussi, vous avez une efficacité qui est linéaire et au passage, vous constatez que l'efficacité en termes de clairance entre la convection et la diffusion à l'aide de ces méthodes est équivalente, puisque lorsque vous augmentez le volume d'un facteur 2 ou 3, vous augmentez la clairance d'un facteur 2 ou 3, quelle que soit la modalité utilisée. En revanche, quand vous faites de l'hémodiafiltration, ici vous prenez l'urée, vous êtes à 2500 de débit d'IALISA, 1000 de débit d'UF, vous avez une clairance à 49. Et quand vous augmentez le débit d'UF du double, eh bien la clairance n'augmente plus du double comme on avait envisagé précédemment, elle n'augmente que modérément. Et ceci montre qu'effectivement, l'hémodiafiltration, loin d'associer deux méthodes complémentaires, a une efficacité qui finalement est relativement moindre que d'augmenter le débit convectif seul ou le débit diffusif seul. Alors la diffusion, de quoi dépend-elle? Eh bien, les principaux paramètres qui régissent la diffusion, c'est bien évidemment le gradient de concentration, la surface d'échange membranaire, et puis les paramètres de la membrane, en particulier la perméabilité diffusive et le coefficient de transfert de la membrane. Dans tout cela, les choses sur lesquelles il va falloir jouer et qui vont être impliquées dans l'efficacité de la méthode, c'est essentiellement le débit d'IALISA et le rapport entre le débit 100 et le débit d'IALISA, puisque le coefficient de transfert va être maximal lorsqu'on aura un ratio de l'ordre de 1 pour 2, c'est-à-dire un débit d'IALISA 2 fois plus élevé que le débit 100. En ce qui concerne la convection, les paramètres qui vont régir son efficacité, c'est le débit d'ultrafiltration, comme on l'a vu, le débit de convection, qui dépend de la surface d'échange de la membrane, de sa perméabilité hydraulique, le fameux coefficient d'ultrafiltration, du gradient de pression hydrostatique généré, du débit 100 utilisé, du taux de cisaillement de l'épaisseur du film sanguin et bien évidemment de la perméabilité de la membrane. Dans ces paramètres-là, c'est bien le débit 100 et le gradient de pression hydrostatique qui vont être les éléments les plus importants et sur lesquels on pourra intervenir. Donc voilà, illustrer la relation entre le débit 100, la pression transmembranaire et le coefficient d'ultrafiltration. Vous voyez ici que pour une membrane à haute perméabilité, comme cette membrane-là par exemple, eh bien, l'ultrafiltration maximale que l'on pourra obtenir, si l'on prend la courbe du haut pour un débit 100 de 500 ml minute, va dépendre de la pression transmembranaire. Et que pour une même pression transmembranaire, en fonction du débit 100 utilisé, ici 300 ml minute, 400 ml minute, 500 ml minute, eh bien, la quantité d'ultrafiltration que l'on pourra obtenir avec la même membrane sera différente. Ceci implique donc qu'il faut à la fois une membrane perméable pour pouvoir atteindre les objectifs fixés, mais un débit 100 suffisant pour que cette membrane puisse délivrer ce que l'on souhaite qu'elle délivre. Alors, en ce qui concerne l'efficacité, les clairances obtenues, globalement, il existe une relation relativement linéaire entre le temps d'application de la méthode, la quantité de volume échangé, et vous voyez de manière synthétique, en hémofiltration, la clairance obtenue est égale au volume d'ultrafiltration réalisé si vous êtes en post-dilution. Si vous êtes en pré-dilution, en revanche, il va falloir ici diviser ce facteur par le rapport entre le débit 100 et la somme du débit 100 et du débit prédilution, ce qui illustre que lorsque vous faites de la prédilution, vous allez diminuer la clairance obtenue puisque, effectivement, vous diluez le sang avant l'échange. Quand vous faites de l'hémodiafiltration, la clairance obtenue est égale à la somme des débits utilisés, débit de convection, débit d'IALISA. Alors, l'hémofiltration, quelles sont ses exigences techniques? Eh bien, ce sont essentiellement des exigences techniques, matérielles, le choix de la membrane. Sur certaines machines, vous avez le choix d'utiliser la membrane de votre souhait, à savoir la choisir. Sur d'autres, les choses sont présélectionnées par le fabricant et en général adaptées aux traitements les plus habituels. Le choix de l'abord vasculaire, par contre, est un élément très important puisque je vous ai montré qu'il fallait des débits 100 élevés et pour des débits 100 élevés, il faut un abord vasculaire qui permette de les délivrer. Les limites de la méthode, c'est le maintien des performances de la membrane au cours du temps, c'est la thrombose du circuit, on en a déjà parlé, avec les périodes d'arrêt de traitement, et c'est le maintien des performances du cathéter.
Alors si on regarde un petit peu maintenant sur le plan pratique, les objectifs thérapeutiques que l'on doit chercher à obtenir, c'est une certaine dose de dialyse, même si on n'a pas la réponse exacte sur la vraie dose à obtenir, mais en tout cas, il faut se fixer des objectifs et faire en sorte de les obtenir. Et puis c'est la gestion de la balance des fluides, dont l'importance est de plus en plus mise en évidence par les études récentes, mais je n'en parlerai pas davantage. Les moyens pour obtenir ces objectifs, c'est un abord vasculaire performant, une anticoagulation efficace et une membrane adaptée. Donc j'ai choisi de ne vous parler que de ce qui me semblait les plus importants actuellement. L'abord vasculaire, nous avons des données très intéressantes maintenant qui nous permettent de confirmer ce que l'on disait depuis longtemps. Pour avoir un débit suffisant, il faut des cathéters de gros calibre, 13 à 14 French, et c'est très important puisque, on l'a vu, le débissant doit être important et doit être maintenu 24 heures sur 24, donc il faut un cathéter qui fonctionne de manière pérenne dans le temps. Le site d'insertion préféré est le site jugulaire, et là nous avons les études de l'équipe de Parianti qui nous montrent que si l'on s'intéresse aux dysfonctions de cathéter, eh bien il semble qu'il n'y ait pas plus de dysfonctions en fémoral qu'en jugulaire. En revanche, si l'on regarde le site d'insertion, on constate qu'il y a moins de dysfonction de cathéter en jugulaire droit qu'en fémoral, quel que soit le côté, et qu'il y a plus de dysfonction en jugulaire gauche qu'en fémoral. Les recommandations sont donc d'utiliser préférentiellement la voie jugulaire droite, et sinon la voie fémorale plutôt que la jugulaire gauche. Concernant l'anticoagulation, l'objectif est d'avoir une méthode qui fonctionne réellement en continu, que la thrombose ne soit pas un problème et que les performances de la membrane soient maintenues au cours du temps. Et à ce jour, il semble que l'anticoagulant le plus efficace dans ce domaine soit le citrate. Vous constatez ici en microscopie électronique ce qui se passe avec une membrane anticoagulée à l'héparine et une membrane anticoagulée au citrate. Nous avons maintenant quelques données dans la littérature. Il y a 6 à 7 études prospectives randomisées qui montrent à peu près toutes la même chose, même si celle-ci est peut-être très optimiste, mais elle montre globalement que lorsque l'on compare une anticoagulation au citrate à une anticoagulation à l'héparine, eh bien vous avez une durée de vie des filtres qui est nettement plus élevée avec le citrate. Et dans cette étude, on constatait par ailleurs qu'il y avait beaucoup moins de besoins transfusionnels lorsque les patients étaient anticoagulés au citrate qu'à l'héparine. Donc effectivement, à la fois un risque hémorragique plus faible et une efficacité plus grande. Très récemment, là en janvier, vient d'être publiée une méta-analyse des études disponibles sur le sujet. Et vous constatez que la durée de vie des filtres est effectivement significativement plus longue, mais tout juste, puisque effectivement sur les 7 études publiées, 3 études ne retrouvent pas cet effet, même si les autres le retrouvent de manière très importante. En ce qui concerne les complications hémorragiques, là encore, les études, cette méta-analyse montre que les complications hémorragiques sont moins importantes lorsque les patients sont anticoagulés au citrate. En ce qui concerne les troubles métaboliques, il semble qu'effectivement il y ait davantage de troubles métaboliques, dyscalcémie ou troubles de l'équilibre acido-basique, mais dans aucune étude, ces anomalies-là n'ont eu de conséquences et ont été ingérables. Donc ça semble effectivement être l'anticoagulation de choix, même si sa mise en application, comme l'a dit Frédéric Shortgun, nécessite une formation des équipes, un protocole adapté, mais une fois qu'on l'utilise en routine, ça se passe plutôt très bien. Concernant la dose, on a parlé de cette étude de Claudio Ronco, on a parlé des 2 études récentes publiées en 2009. Je crois qu'à l'heure actuelle, on n'a effectivement pas d'argument pour recommander une augmentation de la dose par rapport aux pratiques habituelles, et je retiendrai les conclusions de la conférence de consensus internationale publiée en 2010 qui, à l'issue de ces études, recommandait 20 ml kg/h de dose réellement délivrée. Alors finalement, avant de débuter l'épuration extra-rénale continue, les questions qu'il faut se poser, c'est avant tout quelle modalité, de la diffusion, de la convection, un mix des deux.
Si l'on fait de la convection pure, pré ou post-dilution, quel volume d'effluent, quel débit sang, quel abord vasculaire. En ce qui concerne la diffusion, il y a moins de contraintes techniques, les débits sang sont plus faibles, la PTM est plus faible. Il n'y a, à ma connaissance à ce jour, pas de données comparatives entre l'hémodialyse continue ou l'hémofiltration continue. Donc, c'est une technique qui reste utilisable. Il vaut mieux privilégier la post-dilution à la prédilution, même si la prédilution peut diminuer les besoins en anticoagulants. Si on utilise du citrate, ce problème ne se pose plus et de fait, on récupère une meilleure efficacité avec la post-dilution. Pour conclure, je dirais que la modalité est donc laissée libre. L'hémofiltration, on privilégiera la post-dilution. Le volume d'effluent, si l'on veut être sûr de délivrer les 20 ml/kg, on peut effectivement viser plutôt 25 à 30 ml/kg/h. Le débit sang doit être au moins 4 fois supérieur au volume d'effluent réalisé pour éviter les phénomènes d'hémoconcentration trop importantes. L'abord vasculaire, on en a parlé. Pour conclure, la méthode choisie doit s'adapter aux objectifs thérapeutiques individuels de chaque patient. Le choix entre CVH pré, CVH post ou CVHD doit permettre de s'adapter à toutes les situations afin d'optimiser la dose délivrée. Et le citrate est probablement l'anticoagulant de choix pour augmenter l'efficience de l'hémofiltration ou de l'hémodialyse.